la une de l'actualité en Namibie, près d'1,5 million d'électeurs votent ce mercredi pour élire leur président et les 104 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Au moins 41 personnes sont mortes après de fortes pluies dans la nuit de lundi à mardi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et puis des hommages ont été rendus en France aux 13 soldats français de la force Barkhane, tués dans la collision de leur hélicoptère lundi soir dans le nord du Mali. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a exhorté ce mardi l'Égypte, proche allié des États-Unis, à respecter la liberté de la presse. Ceci en réaction à des arrestations dans le pays. La police égyptienne a perquisitionné dimanche dernier les locaux du média égyptien indépendant Madame Asr, arrêtant brièvement 3 de ses journalistes. Ces arrestations étaient intervenues au lendemain de celle d'un autre journaliste qui a lui aussi été relâché dimanche, selon le compte Twitter du média, connu pour ses enquêtes sur la corruption et les questions sécuritaires. Face à toutes ces arrestations, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a, lors d'une conférence de presse, appelé le gouvernement égyptien à respecter la liberté de la presse et à relâcher les journalistes. Nous appelons le gouvernement égyptien à respecter la liberté de la presse et à relâcher les journalistes arrêtés lors d'un raid le week-end dernier. Selon le Comité pour la protection des journalistes, une association basée à New York, l'Égypte est le pays qui emprisonne le plus de journalistes au monde, après la Chine et la Turquie. Fin octobre, Washington avait déjà qualifié de scandaleuse l'arrestation mi-octobre en Égypte de la journaliste et blogueuse Esra Abdel Fattah et avait appelé le Caire à la libérer. Les Namibiens ont commencé à voter ce mercredi lors d'élections générales appelées à confirmer la mainmise sur le pays du parti au pouvoir depuis 1990. Et ce, malgré la grogne croissante de la population contre la crise et la corruption. Près d'1,5 million d'électeurs namibiens sont appelés à départager par vote électronique les 11 candidats à la présidentielle et les 15 partis en lice pour les législatives. Les bureaux de vote sont ouverts ce mercredi de 7h à 21h heure locale, soit 5h à 19h GMT. Parmi les 4 principaux candidats à la présidentielle figure le président sortant Hage Geingob, qui veut, avec son organisation du peuple du sud-ouest africain, conserver le pouvoir. Hage Geingob a voté ce mercredi matin pour les élections générales alors que son premier mandat s'est achevé sur une récession qui a provoqué la colère contre son parti, la SWAPO, qui continue à bénéficier de l'héritage de sa bataille pour la libération. Il y a quelques semaines, Wikileaks a publié des milliers de documents qui accusent des responsables de son gouvernement d'avoir touché l'équivalent de 10 millions de dollars de pots de vin de la part d'une entreprise de pêche islandaise. 2 ministres mis en cause dans cette affaire ont été contraints à la démission à quelques jours seulement du scrutin. L'un d'eux a même été brièvement détenu. Le chef de l'État a nié toute implication dans cette affaire. L'opposition, divisée, ne semble toutefois pas en mesure de profiter de ce climat. Déjà candidat il y a 5 ans, Makari Vanani et son mouvement démocratique populaire PDM restent marqués au fer rouge de leur proximité passée avec l'Afrique du Sud de l'apartheid, qui rebute une large part de l'électorat. Seule femme candidate à la présidentielle, Esther Mujenge, chef de l'Organisation démocratique de l'unité nationale, est l'une des voix les plus critiques de la situation économique. Elle promet de rétablir la dignité des Namibiens si elle est élue. 2 personnes ont été tuées ce mardi dans l'est de la République démocratique du Congo, dont de nouvelles manifestations d'habitants. Ces derniers dénoncent l'inaction des autorités et de l'ONU face au massacre de civils attribués au groupe armé ADF. La population a encore manifesté dans plusieurs villes de l'est de la République démocratique du Congo. Elle proteste contre l'inaction de l'armée et surtout de la MONUSCO face aux tueries des civils attribués aux groupes armés. De nouveaux manifestants
ont été tués ce mardi à Béni et dans la ville voisine de Butembo, à 50 km, a indiqué le procureur militaire Kombo Ngoma. Bilan confirmé par la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO. Vraiment, nous sommes avec la MONUSCO, ça fait 20 ans. Ils ont pour mission de restaurer la paix, d'accompagner les FARDC, mais ça fait au moins plus de 5 ans que la population de Béni et Béniville et Béni Territoire est endeuillée. Il n'y a pas une réaction satisfaisante de la part de la MONUSCO. Nous venons seulement voir si les MONUSCO sont partis et si du moins vraiment ils ont été touchés par ce qui a été fait hier. Et s'ils n'ont pas été touchés, on va encore refaire l'acte et surtout les jeunes sont en train de viser la grande base de la MONUSCO qui se retrouve à Mavivi. À New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné aussi bien les attaques contre les civils que celles contre les installations onusiennes. Lors d'une réunion sur les émeutes anti-ONU qui ont fait depuis lundi au moins 6 morts à Béni. Les casques bleus ont mandat de protéger la population, a rappelé le Conseil de sécurité qui doit renouveler le mandat de la MONUSCO d'ici à la fin du mois de décembre. On reste en République démocratique du Congo où au moins 41 personnes sont mortes à Kinshasa, victimes de pluies diluviennes. Ces pluies ont provoqué dans la nuit de lundi à mardi inondations, glissements de terrain et électrocutions. Kinshasa a été confronté à de fortes pluies dans la nuit de lundi à mardi, entraînant des inondations qui ont fait au moins 41 morts, dont un enfant qui s'est électrocuté. La commune de Lemba, où les décharges d'immondices se sont écoulées sur plusieurs habitations, a été particulièrement touchée. La population riveraine s'est adonnée à construire, à réduire la taille de ces rivières, et ce qui a fait que les eaux débordent. Donc la principale raison, à mon sens, ce sont les constructions anarchiques et aussi les constructions faites sur de caniveaux et les collecteurs. Les compatriotes qui se retrouvent encore dans les sites à risque, nous avons, pour le cas de Lemba, nous avons indiqué des sites où ils peuvent momentanément s'abriter en attendant que la pluie passe. En cette saison des pluies, des milliers de personnes ont été sinistrées par les inondations depuis fin octobre dans les provinces du nord-ouest arrosées par le fleuve Congo ou son affluent, la rivière Ubangi. Au Mali, 13 militaires français ont perdu la vie dans un accident. Il s'agit d'une collision d'hélicoptères. Les soldats français sont engagés au sol dans l'opération Barkhane depuis 2013. C'est l'un des plus lourds bilans humains essuyés par l'armée française depuis l'attentat de Drakkar au Liban en 1983. À l'époque, 58 morts ont été dénombrés. Lundi, la collision de 2 hélicoptères a causé la mort de 13 militaires français au Mali. Parmi les victimes figure le fils de l'ancien ministre et sénateur centriste français Jean-Marie Bourquel. 7 des militaires tués appartenaient au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, au sud-ouest du Mali, et 4 autres au 4e régiment de chasseurs de Gap, au sud-est. L'accident est survenu lundi soir dans le Liptako, dans la région de Ménaka, aux confins du Mali, Niger et Burkina Faso, pendant une opération de combat. Engagés au sol depuis quelques jours, des commandos traquaient un groupe de terroristes décelés quelques heures plus tôt qui évoluaient en pick-up et à moto. Ils ont ensuite été renforcés par des hélicoptères. Le président français Emmanuel Macron a salué la mémoire de ces militaires de l'armée de terre tombés en opération et morts pour la France dans le dur combat contre le terrorisme au Sahel, disait un communiqué de la présidence française. Cet accident porte à 38 le nombre de militaires français tués au Mali depuis le début de l'intervention française en 2013 avec l'opération Serval. 43 soldats maliens ont été tués mi-novembre dans une attaque dans l'est du pays, près de la frontière nigérienne, s'ajoutant à une centaine de militaires maliens morts dans 2 attaques djihadistes en 1 mois cet automne dans les mêmes confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso.
Après la mort des 13 soldats français de la force Barkhane dans la collision de leurs hélicoptères ce lundi soir, dans le nord du Mali, les hommages aux victimes ont afflué dans les classes politiques des deux pays. En France, les plus hautes instances politiques et militaires, chefs de l'État, ministres et chefs d'état-major des armées, ont salué l'engagement des 13 soldats morts dans l'accident. La ville de Gap, dans les Hautes-Alpes, a rendu hommage aux 13 militaires français tués au Mali dans la collision de 2 hélicoptères lors d'une opération de combat contre des djihadistes. 4 d'entre eux appartenaient au 4e régiment de chasseurs de Gap. Le combat et toute l'armée de terre ce soir est en deuil. Moi, en tant que chef de corps, ce soir, je suis partagé entre un sentiment d'une très grande douleur, d'avoir perdu un officier et 3 sous-officiers de mon régiment, et de sentir l'armée de terre en deuil. Et puis également un sentiment de très grande fierté, d'avoir sous mes ordres des jeunes gens, des jeunes femmes qui s'engagent et qui sont prêts à donner leur vie pour leur pays. Anciens combattants, hauts gradés de l'armée, élus mais aussi simples citoyens, plusieurs centaines de personnes se sont également retrouvées à Pau pour rendre hommage aux 13 militaires de l'opération Barkhane morts au Mali, dont 7 appartenaient au 5e régiment d'hélicoptères de combat de la ville. Je suis un ancien militaire pilote d'hélicoptère. J'ai fait une trentaine d'années de carrière comme pilote d'hélicoptère dans des situations qui sont similaires à la leur. Et on est là pour être solidaire avec eux parce que c'est un accident terrible. 7 d'un coup, des jeunes, des pilotes, des mécaniciens, des familles qui restent avec des orphelins, c'est terrible. Voilà, on n'a pas le choix, on doit être là pour témoigner qu'on est là pour les aider aussi. Il s'agit du plus lourd bilan humain essuyé par les militaires français depuis le début de leur déploiement au Sahel en 2013 et l'une des plus grandes pertes de l'armée française depuis l'attentat contre le QG français Drakkar à Beyrouth en 1983 qui avait fait 58 morts. On retrouve cette fois-ci Johannes Toanou pour la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour sur Sika. Au Togo, il est question d'échanges entre partenaires, mais aussi de politique. Togo Matin affiche en titre « Dialogue État et secteur privé, échange fructueux entre les deux parties hier à la primature ». Dans la même parution présidentielle de 2020, l'Union européenne salue les efforts déployés par le gouvernement. Liberté sur une autre note, baisse du chômage, réforme, climat des affaires, for Yacine B et les trophées virtuels. Au Sénégal, enquête titre « Fin des auditions dans le dossier Petro-Tim, un scandale sans suspect ». Même actualité avec Sud Quotidien, suite judiciaire de l'affaire Petro-Tim avec la fin des auditions avec le doyen des juges, Somba Fall en roue libre. Le Témoin parle en manchette de malversation financière, l'affaire des 3 milliards de Star Oil rebondit. Birahim Diop et son complice Demba Diop, cuisinés à la DIC, des maires et le directeur du port de Bargny entendu. Autre titre avec le même journal, affaire des talibs, le khalife général des Mourides à l'écoute du juge et met en garde le gouvernement. Au Burkina Faso, le régime du président Roch-Marc Christian Kaboré en prend pour son grade à travers la sortie du chef de file de l'opposition. Le quotidien en manchette, le CEFOP à propos de la situation nationale, le MPP et ses alliés ont par leur incompétence livré le Burkina aux terroristes. Même actualité avec l'Express du Faso, situation sécuritaire, il n'existe pas de contrat sur le franc CFA que Roch Kaboré a refusé de signer, informe le CEFOP. Autre titre avec le même journal, apaisement du climat social et lutte contre l'insécurité, le CES jauge la contribution des leaders politiques et des OSC. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin sur les activités présidentielles, visite d'État, le handball dit Gbaklo dansé au président Ouattara. Le Jour Plus parle de reconstruction nationale, les grandes actions de Ouattara qui font avancer la Côte d'Ivoire. Le Nouveau Réveil à présent, l'intégralité des 2 heures de débat chaud hier au fauteuil blanc du Nouveau Réveil, Alain Lobognon sort des dossiers chauds sur la République. Le Nouveau Courrier, après sa rencontre avec Blé Goudé, Soro, si je parle, le seul survivant sera Gbagbo, nous allons tous couler.
Au Cameroun, Info Matin de titrer « Fête de fin d'année et double scrutin, la sécurité des personnes et des biens sera de mise ». Propos de Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale. L'Œil du Sahel renseigne à sa une « Législative et municipale 2020, des violences aux investitures RDPC dans le Grand Nord. Mutation croit savoir et titre Assemblée nationale, session buissonnière. Les députés seraient démobilisés depuis le lancement des investitures en vue des législatives et municipales 2020. Enfin, Cameroun Tribune, Union africaine, Francophonie Commonwealth, une mission conjointe à Yaoundé. Des rencontres avec les plus hautes autorités de l'État sont au programme. Ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.